définition la plus simple, ça serait de les distinguer par l'agréable et le désagréable peut-être, sur quelque chose qui nous attire pour la beauté, quelque chose qui nous repousse pour la laideur. Et d'ailleurs c'est un petit peu ce qui les rapproche aussi, c'est le côté, le rapport sensuel, le rapport sur les sens que ça peut avoir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tentatives de définition, de théorisation, de normalisation aussi de la beauté et de la laideur, mais ce qui les définit à l'origine, de prime abord, c'est le rapport que ça peut avoir sur le corps. Là où ça devient un peu complexe, c'est que d'ailleurs dans l'ouvrage collectif que j'ai eu la chance de coordonner sur la laideur, il y a une auteure qui rappelait les papiers peints d'une maison de famille qui était avec des couleurs immondes, donc c'était vraiment ce qui aurait pu évoquer un dégoût, ou en tout cas qui sortait du bon goût, alors entre guillemets le bon goût. Et elle, parce que ça lui rappelait son enfance, pas forcément c'était quelque chose qu'elle aimait. Donc c'est là où, comme l'être humain, c'est un être à la fois physique et aussi très, très mental, c'est là où le physique et le mental vont se mélanger, et où des choses qui peuvent être à l'origine, qu'on pourrait considérer comme étant belles, vont devenir laides parce qu'on va associer un mauvais souvenir ou des valeurs qui vont la rendre laide. Et d'ailleurs, ce que je montre dans mon dernier livre, c'est le fait que la beauté, qui a été plébiscitée pendant de nombreux siècles, aux alentours du XXe siècle, va devenir un critère de rejet et de remise en question, parce que justement, elle va être taxée d'élitiste, de superficielle, d'artificielle. Elle va même être associée à des pensées inhumaines, comme le fait d'imposer une norme sociale, humaine, politique à une classe, et donc du coup de séparer ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui mérite de vivre et ce qui doit être supprimé. Dans l'histoire de l'art, c'est que le moment où on a commencé à s'intéresser à la laideur, où les artistes ont commencé à s'intéresser à la laideur, c'était parce que le lait leur permettait une plus grande diversité esthétique, et donc leur permettait d'explorer des champs esthétiques qui étaient beaucoup plus diversifiés et beaucoup plus riches que la beauté qui, elle, était considérée comme étant un petit peu trop normative et un peu trop enfermante. Je considère l'art comme étant une sorte de reflet, une sorte d'expression de chaque société. Là-dessus, j'ai été très marqué par Pollock qui, lors d'un interview, disait que, en gros, paraphrase sa citation, il disait qu'on ne pouvait plus peindre comme Raphaël au temps de l'avion à réaction, donc en gros, et au temps de la bombe nucléaire. Donc en gros, chaque société, pour moi, a sa pratique artistique, ce qui fait que réduire une œuvre au seul critère de beauté, ou en tout cas un critère qui serait éternel de beauté, pour moi c'est passer à côté de, de ce qui est vraiment l'art, quoi. C'est-à-dire une façon une sorte de langage euh, entre les hommes, d'un langage au sein de la société, d'un langage d'une civilisation euh, au- qui va essayer de dépasser, qui va essayer de s'adresser à d'autres civilisations dans le futur. Un dialogue aussi d'une civilisation par rapport aux civilisations passées. Donc c'est tout un mélange assez complexe qui fait que voilà. Donc du coup, j'ai toujours été intéressé par me demander en quoi notre société produisait un art spécifique. Et donc du coup, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé au pop art américain parce que pour moi, les années 60, c'était une sorte de matrice de ce qu'était notre ère contemporaine, avec les notions de loisirs, de consommation, d'artifice, de technologie, etc. Et de médias surtout aussi. Quand on s'intéresse au pop art américain, forcément, on s'intéresse sur qu'est-ce qui fait que cette œuvre devient de l'art, qu'est-ce qui fait qu'une boîte de soupe devient une œuvre d'art, qu'est-ce qui fait qu'une bande dessinée devient une œuvre d'art aussi. Ce qui fait que du coup, après, ça m'a poussé à m'intéresser à d'autres pratiques qui pour moi sont assez liées, sont
constitue une sorte d'héritage par rapport à l'esthétique du pop art américain, dont le selfie, parce que je suis très sensible et curieux des nouvelles technologies et de l'impact qu'ont les nouvelles technologies et donc les médias sociaux aussi sur l'être humain, sur notre façon de nous construire, de nous définir, sur le rapport que ça implique entre nous, le rapport aussi que ça implique entre l'homme et le monde dans lequel il vit. Et donc forcément, je me suis intéressé au selfie, et le selfie, c'est une sorte de pratique photographique qui déjoue beaucoup de codes qui sont liés au entre guillemets bon goût de l'image. Pour résumer, je pense que ce qui m'intéresse dans ce rapport entre la beauté et la laideur, c'est justement en quoi les valeurs esthétiques qui vont être choisies par un artiste, que ce soit la beauté ou que ce soit la laideur, ou que ce soit la beauté, on parlera tout à l'heure, en quoi ces choix vont servir l'œuvre qu'il produit, qu'est-ce que ces choix vont dire du monde dans lequel vit cet artiste. L'attrait que j'ai pour Pollock, c'est pareil, c'est en quoi sa façon de concevoir l'œuvre change le rapport de l'artiste avec l'œuvre d'art, avec l'objet tableau. Alors même si Pollock disait qu'il ne faisait pas appel au hasard, mais qu'il était le hasard, qui joue en tout cas là, avec cette notion de je sais ce que je fais, en même temps il y a une petite part qui fait que je découvre aussi ce que va produire le geste que je vais faire. C'est un petit peu fascinant c'est la création de l'image que ça implique. Pour ce qui est de Matisse, c'est un artiste pour qui j'ai une affection au-delà du discours, parce que moi quand je vois une œuvre de Matisse, je suis sans voix, quoi. C'est un intérêt qui est plus du tout intellectuel, et il y a deux artistes qui me font cet effet-là, c'est Matisse et Alechinsky. Mais c'est intéressant ce rapport entre la laideur et la beauté, parce que un artiste pour lequel je m'étais fait la réflexion aussi, c'était Basquiat, pendant la grande rétrospective qu'il y avait eu à l'espace Louis Vuitton, où là on voyait des œuvres qu'il avait construites avec des empilements de bois, avec des vis, des clous mal ficelés. Enfin, c'était un peu. Il y avait un côté assez, oui, mal foutu, quoi. Et en voyant ces œuvres, en plus qui redoublait la maladresse maîtrisée de Basquiat. Et donc je me disais, quand je voyais ces œuvres, c'est fou qu'une œuvre qui mélange autant de malfaçons volontaires puisse procurer des sensations esthétiques et puisse faire qu'on se dise face à l'œuvre, c'est beau. Alors que de manière très objective, c'est pas beau, c'est moche. Mais ça devient beau. Et il y a un moment où c'est assez fascinant, où le moche, où le laid devient beau. Et dans d'autres œuvres, comme on disait tout à l'heure, où le beau devient laid parce que ça marche plus, c'est trop surfait, c'est trop plastique, c'est trop parfait. Il y a plus d'émotion, quoi. On peut dire que c'est une sorte de mocheté volontaire. C'est-à-dire que c'est plus de la beauté, c'est plus la laideur, parce que justement, beauté, c'est ce qui. On peut peut-être dire que c'est des valeurs esthétiques qui exaltent, qui fascinent dans le côté positif, qui apportent du bien-être. Ce qui rapproche la beauté de la laideur, c'est que justement, c'est les effets et les affects que ça produit. Après, il y a la mocheté, une troisième valeur esthétique, qui est, elle, une sorte de beauté ratée, ou même une laideur ratée. Pour moi, la beauté, c'est la mocheté qui va être plébiscitée parce que elle va véhiculer des notions d'humanité, des valeurs démocratiques, des valeurs de sincérité aussi. Donc, comme exemple, sont les asperges de Manet, notamment une œuvre où il y a juste une asperge sur une assiette. Donc c'est un petit tableau, et en fait ce qui est intéressant ici, c'est que l'asperge, c'est un légume qui n'a pas le côté exotique. Il se met totalement en opposition par rapport à la culture des natures mortes du XVIIIe siècle hollandais. C'est-à-dire que là, on choisissait des légumes, des fruits qui étaient exotiques, qui étaient riches, qui étaient plantureux, et puis qui avaient beaucoup de valeur, quoi.
qui étaient rares. Parce que justement, c'était montrer que même ces produits rares qui coûtent cher, qui évoquent la luxure, même ça c'est voué à disparaître. Donc c'est une réflexion sur la vanité de l'existence, etc. Donc c'est ce rapprochement de l'artiste vers la vie de tous les jours, vers le quotidien, vers le modeste. Donc c'est vraiment un début de développement d'un art du modeste, de la modestie. Et donc pour moi c'est un début d'un beauté parce que c'est pas de la laideur, ça révulse pas, c'est pas de la beauté non plus, c'est pas de la mocheté parce que c'est volontaire, il a vraiment fait exprès de. Puis même sa façon de peindre qui est très, très allusive, quoi. Enfin, il n'y a pas tous les détails, c'est avec des grosses touches de peinture, c'est peint de manière très spontanée. Du coup, ça déjoue les idées de calcul de faire une œuvre qui va être belle, qui va impressionner, qui va épater la galerie, qui va rentrer dans des codes où tout le monde va dire que c'est beau, donc ça rentre dans l'Académie des Beaux-Arts, etc. L'imbeauté, c'est aussi le selfie. Ça peut devenir compliqué d'avoir un point de vue dessus parce que c'est devenu maintenant une pratique artistique reconnue et qui a connu beaucoup de genres. Donc maintenant, il y a plusieurs pratiques du selfie, il y a plusieurs types de selfie, il y a plusieurs façons de faire du selfie. Euh, du plus artificiel et du plus travaillé jusqu'au plus spontané. Mais j'aime à rappeler tout le temps l'origine du selfie qui était en 2002, qui était le Hope, un étudiant australien qui avait trop picolé, qui était tombé à vélo et du coup qui s'était abîmé la lèvre et qui va poster une image, une photo de lui prise avec son appareil photo sur un réseau une sorte de blog, une sorte de chat australien pour demander à des médecins si les fils qu'il a mis sur sa bouche risquaient pas de supprimer si à force de lécher la lèvre. Donc on est dans le sordide, dans le trivial le plus évident. Mais là-dedans, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce qui fait le selfie, c'est-à-dire une image qui est faite rapidement, sans prétention esthétique, et qui va être faite pour être envoyée, pour enclencher un dialogue. Et donc dans ce selfie, puis après il y a d'autres pratiques du selfie qui sont plus ou moins qui vont justement interroger ce grotesque, ce côté vite fait, spontané, surenchérir sur ce côté sans valeur esthétique, au profit d'une valeur dialogique, donc une valeur de dialogue, de discours, d'échange. La pauvreté esthétique de l'image va être faite au profit d'une richesse de discours et de communication. Pour faire simple, l'imbeauté, pour moi, c'est cette mocheté volontaire qui va plébisciter des valeurs humaines, écologiques, citoyennes, parce que à une époque où, avec la multiplication des médias, avec le fait de vivre tout le temps dans l'image et tout le temps dans la sollicitation publicitaire, médiatique, et ben ce qui va être trop esthétique et trop beau, quelque part, va être taxé d'artificiel, de dogmatique, de propagandiste, voilà. Et ben en fait c'est parce que un jour il y a une journaliste du Figaro Madame qui faisait un dossier sur la laideur, donc sur- elle prenait comme exemple les ugly shoes et là encore dans les chaussures laides la vogue des crocs est assez fascinante. On a échangé là-dessus par rapport au livre dont j'avais dirigé la publication. Cet attrait du moche, j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que ça attire autant. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas beau, c'est pas laid, c'est pas moche, donc du coup on va essayer de créer un terme qui montre, en tout cas qu'on rejette une certaine notion de beauté, mais en même temps j'aimais bien l'idée que la notion de beauté reste dedans, comme si c'était une sorte de rejet, de mise à l'écart, mais en même temps que ça impliquait une recherche d'un nouveau type de beauté. Ça a été pour moi l'occasion de me demander, de m'interroger pourquoi est-ce qu'il y avait cet attrait pour ce genre d'image. Si ça attire autant, si ça a autant de succès, c'est que ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit. Et donc du coup, ça m'a poussé à ne plus rejeter cette tendance, mais justement à essayer d'y voir quels étaient pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le moche attire autant. Et je pense que
dans le rapport qu'on a, enfin en tout cas surtout aussi que les jeunes ont par rapport au présent, par rapport à l'avenir, un avenir dans lequel on n'a plus de, enfin il y a plus d'enchantement quoi, par rapport à l'avenir. L'idée c'est plutôt de gérer pour continuer à vivre le mieux possible. Alors qu'avant on pouvait être porté par l'idée de plus tard ce sera mieux, maintenant c'est plus du tout le cas. Et puis un passé qui est entaché de crises, de crimes contre l'humanité, enfin voilà. Donc c'est un rapport, oui, au bon, au bien, au politiquement correct, au beau goût, à la beauté qui fait que je pense il y a cet attrait pour le moche, pour le modeste, pour le simple. Bon, en tant que théoricien, c'est ça, c'est l'idée que l'art ne peut pas être limité à une simple valeur esthétique, dans le sens, enfin une seule valeur plastique en termes de forme. C'est pour ça que j'aime bien jouer sur le jeu de mots éthique. Une œuvre d'art n'est pas qu'une forme, n'est pas qu'une entité plastique. C'est quelque chose qui va dépasser l'objet en tant que tel, enfin en tout cas sa matérialisation, et qui va enclencher plusieurs processus qui, eux, peuvent être beaucoup plus complexes que simplement ces deux valeurs beau-laid. Je suis fasciné par notre contemporanéité, donc le selfie ça a été un sujet d'étude qui a occupé beaucoup de mes recherches. Et évidemment, quand on s'intéresse au selfie, on s'intéresse aussi au bon goût, au mauvais goût, au grotesque, au beau, au mauvais, au laid, à l'art, à ce qui est artistique, à ce qui n'est pas de l'artistique. Est-ce que c'est un autoportrait, est-ce que c'est une image de soi, enfin, voilà, tous ces éléments qui constituent une œuvre, le selfie, ça déconstruit un peu tout ça. Après, personnel, c'est l'idée que on ne peut pas produire une œuvre belle dans une société qui n'est pas forcément, et dans un temps qui n'est pas forcément beau. Ou alors, si on produit du beau dans une société belle, c'est un discours volontaire derrière, donc il y a tout un champ. Oui, dans les dessins que je peux faire, il y a cette notion de travailler le monstrueux, parce que je pense qu'au fond de nous, on a tous quelque chose de monstrueux, et que c'est intéressant de jouer ce travail entre le monstrueux et le beau, le beau et le monstrueux. Ce qu'on montre, ce qu'on cache, ce qu'on dévoile de nous, ce qu'on garde au fond de nous. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse dans ma pratique en tout cas. Celle avec la tête qui se prend là, et puis le visage derrière qui crie. Bon, moi ce que j'aime bien, c'est le côté utiliser de la peinture dorée, donc c'est comme ça, c'est tout de suite très lumineux, très précieux. Et puis au contraire, travailler sur le papier, je le fais à partir du journal Le Monde que je fais donc je fais mon propre papier. Donc comme ça, il y a un côté un peu fragment, un peu fresque qui aurait été décollé d'un mur. En fait, je ne sais même pas pourquoi ça m'intéresse autant, mais j'aime bien ce côté, le décalage entre le côté précieux et lumineux de la peinture derrière, et puis ce côté un peu torturé, des cris comme ça, des images un peu fortes comme ça. La plume, il y a le côté noir, donc forcément ça implique une sorte de noirceur aussi au niveau de l'image. Et puis le fait de travailler par petits traits comme ça, on gratte, donc il y a un travail de griffure, on griffe le papier, on écorche un peu le papier. Peut-être que ça a un lien avec les images que ça produit. Puis dans les autoportraits, on peut parler de celui-là avec les morceaux les pierres là. Où en fait c'est pareil, il y a un côté un peu, je sais pas si c'est dérangeant ou en tout cas d'un éboulement, donc une idée que tout part en vrille, et puis en plus il y a ces pierres où on pourrait penser que ça empêche d'avancer. Et en même temps derrière il y a les plantes qui naissent et qui apportent de la lumière, qui montrent que ça germe derrière. J'aime bien travailler sur ces deux côtés, sur le côté réaliste, fantastique, un portrait qui est ressemblant, et puis en même temps dans une situation qui est un peu, enfin, qui est oui, surnaturelle, un peu fantastique. Et puis jouer sur ce côté à la fois monstrueux et puis en même temps porteur d'espoir derrière. C'est un peu comme celui-là aussi où c'est une sorte de racine. Donc ça fait un peu kafkaïen, ça c'est le côté une sorte de bulle, mais en même temps il y a des gemmes qui poussent. Oui, là c'est interroger le beau, le laid,
Le noir, le lumineux aussi, le sombre, le, le désespoir, l'espoir. Alors, je venais de terminer mon livre sur Liechtenstein où j'avais fait un rapprochement entre son œuvre et puis la culture Facebook dans laquelle on vit. Et en fait, il y avait un appel à participation à un symposium, donc c'est une réunion de spécialistes universitaires sur un thème. Et là, le thème c'était la laideur. Donc du coup, moi quand j'avais fait ma thèse sur le pop art américain, j'étais complètement dans cette notion d'une image qui a l'allure belle, clinquante, neuve, qui dénonce une certaine laideur sociétale sur la consommation, le loisir de masse, le fait de plus être ce que Liechtenstein appelle l'homme moderne, c'est-à-dire de ne plus être maître de ce qu'on fait, mais d'être un consommateur de ses pensées, dire que ce qu'on pense, ce qu'on est, c'est produit par les masses médias. Le sujet m'a intéressé et j'ai écrit un texte justement, qui interrogeait les rapports entre beauté et laideur dans l'œuvre de Warhol, notamment ses œuvres sur la chaise électrique et puis sur le suicide, la femme qui tombe de l'Empire State Building. Les participations étaient tellement intéressantes et on a fait tout ça en anglais, donc que j'avais envie Enfin, j'avais pas envie que ça disparaisse. Et donc, du coup, j'ai demandé à tout le monde s'ils acceptaient de me confier leur texte, que j'ai traduit, et du coup, que j'ai pu publier. Donc, c'était plutôt l'envie de faire fructifier toutes les recherches qui avaient été proposées, et puis, du coup, se donner une dimension plurielle de la laideur et montrer que c'était très différent. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait à la fois des textes philosophiques, donc sur Kant, mais il y avait aussi donc moi-même modestement qui avait un point de vue plus sur l'art moderne et du pop art américain. Et puis après, il y a même un professeur en design qui a écrit un super texte sur qu'est-ce qui fait qu'une voiture est moche ou pas. Je pense que ce petit défaut, ce qui peut être de quelques centimètres, qui fait que la voiture ça marche pas, alors que s'il y avait en plus ou en moins, ça aurait fait un carton. Donc c'était intéressant de mêler ces différents points de vue. C'est que la laideur est subjective, qu'il peut y avoir une belle laideur et une beauté moche, que la laideur peut s'inviter, en tout cas que la mocheté plutôt, peut s'inviter sans qu'on y prenne garde en quelque chose qui aurait pu être beau, mais on ne sait pas pourquoi ça devient moche ou ça devient laid. Et que c'est très subjectif, je repense au texte de l'auteur qui parle justement de ses souvenirs, de ce papier peint improbable mais qu'elle trouve beau parce que ça éveille des souvenirs personnels. Oui, cette idée qu'on peut pas contraindre la laideur à une seule chose, forcément négative, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça. Laideur comme beauté, ça mêle une part subjective et une part universelle. Dans le symposium, on interrogeait la pensée de Kant, c'est-à-dire que lui, quand il disait que la beauté était quelque chose ébauche qui échappe au concept, à la maîtrise. La beauté, ça se ressent sans qu'on puisse expliquer pourquoi on la ressent. Et en même temps, tout le monde doit tomber d'accord sur la beauté. Et parce qu'on tombe tous d'accord sur la beauté, on a envie d'échanger, de partager, et c'est ce qui fait communauté. Donc il y a ce côté, ce mélange assez intriqué d'une part subjective personnelle et d'une universalité, je dirais pas objectivité, mais d'une sorte, voilà, c'est évident quoi. Et de la même manière que la laideur, c'est évident aussi. Mais on se rend compte que dans beaucoup d'utilisations, la beauté, elle change. Puis même, ne serait-ce qu'en Occident, la mode des femmes super fines, si on compare ça avec la mode dans les années 50, ou même à la Renaissance de Rubens, une femme qui était fine, c'était une femme qui mangeait pas à sa faim. Elle payait super cher pour aller à bout de la planète pour revenir bronzée, alors qu'au début du XXe siècle, les femmes bronzées, c'était des femmes qui devaient travailler dehors, donc c'était pas top quoi. Il fallait au contraire avoir une peau la plus blanche possible. Au niveau de la laideur, on dit que ce qui fonde le caractère universel de la laideur, c'est que quelle que soit la culture dans laquelle on a été formé, enfin pas laquelle on a été formé, dans laquelle on a grandi, la laideur, ça a cet effet
de révulser. Ça a vraiment un effet sur le corps et ça bloque la faculté de juger aussi. On est dérouté, quoi. On peut plus. C'est même au-delà du moche, on est dérangé. Donc ça dérange. La beauté, au contraire, ça a reposé sur des notions d'harmonie. Là encore, on retrouve cet effet sur le corps, qui est au-delà du discours. C'est ce que disait Kant. Hein. Donc quelque chose qui va apaiser, qui va véhiculer des sensations de bien-être. Au-delà de cette base, il y a une grande part de construction, le rapport entre l'inné et l'acquis dans notre rapport à la beauté, dans notre définition de la beauté, dans notre reconnaissance aussi de la beauté ou de la laideur, euh, est inextricablement lié. Donc c'est quel que soit l'endroit où on soit né, est-ce qu'un Indien d'Amazonie, un Américain de New York et puis un Afghan, tous les trois, est-ce qu'on serait d'accord sur dire que telle chose est laide, telle chose est belle? Peut-être que il y aurait ce fil-là, justement ce rapport au corps, au regard, qui fait que est beau ce qui complaît, et la laideur au contraire c'est ce qui dérange, c'est ce qui révulse. La laideur c'est un peu comme la beauté, c'est d'ailleurs pour ça que dans l'ouvrage je mets un B majuscule et un L majuscule volontiers, alors que mocheté j'en mets et un beauté je mets un M et un I minuscule. C'est qu'il y a une sorte de puissance qui se dégage d'une œuvre laide ou d'un objet laid, euh, ou d'un animal laid. Et il y a une sorte de puissance aussi, une puissance négative, puissance positive, qui se dégage de quelque chose qui est beau. Alors que la mocheté, c'est plus de l'ordre du mineur, du modeste, sans grandiloquence, sans puissance. C'est plus du quotidien, de l'anodin, du sans intérêt, du sans valeur. Et justement, c'est un beauté qui est cette mocheté, mais qui est volontaire, qui est faite exprès et qui est revendicative parce qu'elle se veut porteuse d'humanité, de valeurs inclusives. Une œuvre d'art ne se réduit pas simplement à ses dimensions plastiques, donc ce qui voudra dire est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est laide, parce que du coup ça voudrait dire que on ferait une distinction entre deux types d'œuvres, des œuvres belles, des œuvres laides. Donc du coup des œuvres qui méritent d'être vues et d'autres non, des œuvres qui méritent d'être exposées et d'autres non, des sujets qui méritent d'être peints ou photographiés ou sculptés ou filmés et d'autres non. Et que justement la force de l'art, et c'est ce qu'a montré toutes les révolutions esthétiques et plastiques qu'a pu connaître le XXe siècle, euh, la force de l'art c'est de montrer que finalement une œuvre est œuvre. Avant d'être belle ou laide, elle est œuvre. Quand on regarde une œuvre de Basquiat, ça déjoue toutes nos catégories qu'on peut avoir sur une œuvre belle, ça doit être comme ça, une œuvre laide, ça doit être comme ça, quelque chose qui est bien fait, ça doit être comme ça, quelque chose qui est moche, ça doit être comme ça. Et l'œuvre est œuvre avant d'être belle et laide. Votre enfant qui dessine une maison ou un personnage ou n'importe quoi sur un papier, on va pas se demander si c'est beau ou laid. On va être touché, on va le garder parce que ça provient de quelque. Enfin, ça a du sens, enfin, ça véhicule, ça exprime des choses qui sont au-delà de simplement les jugements plastiques qu'on pourrait avoir sur l'œuvre. Et c'est pour ça que dans cette notion de beauté, il y a encore une fois cette idée de rejeter des normes préétablies qu'on qualifierait de beau, de belles, mais sans pour autant retirer cette notion de beauté. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de façons simples de faire de l'art. Euh, il y a tellement de possibilités à n'importe qui d'ouvrir sa galerie virtuelle. Quand on tape art moderne contemporain sur Instagram, il y a à la fois des artistes amateurs, il y a à la fois des artistes reconnus. Donc c'est une sorte d'indistinction entre des artistes reconnus, d'autres qui ne le sont pas, des figuratifs, des abstraits, des conceptuels, des peints, Puis maintenant avec l'intelligence artificielle, où là on va pouvoir faire des machines qui vont faire de l'art. Donc l'avenir de l'art,
Je sais pas. Est-ce que l'art va demeurer? Est-ce que l'artiste, la figure de l'artiste va demeurer? Est-ce qu'il va pas disparaître? Ou est-ce qu'il va réussir à s'inventer? Ça par contre j'arrive pas à savoir, mais. Parce qu'on peut aussi imaginer qu'il y aura un retour des grandes valeurs esthétiques de la beauté, justement un besoin de reconstruire quelque chose qu'on a éparpillé un petit peu dans tous les sens. Parfois on a l'impression que ce qui distingue l'artiste professionnel de l'artiste amateur, c'est justement ce rapport à la beauté. L'artiste amateur va vouloir faire quelque chose de beau, de sympa à regarder, d'esthétique, de plastique quoi. Alors que l'artiste contemporain va lui plus axé sur le discours, sur le processus que ça met en place. Et donc oui, il y a un certain attrait vers le côté déceptif de l'œuvre dans l'art contemporain. Il y a eu tellement de façons de concevoir, de définir, de faire de l'art, que ça dépasse pour moi, ça dépasse le jugement personnel. Quoi. L'art sera encore là, je pense, hein, parce que c'est un besoin atavique de l'être humain. L'expression, en tout cas. Après, sous quelle forme? Je sais pas, on verra. À la Renaissance, quand Alberti écrit son traité de la peinture, il va justement théoriser ce qui relève du beau, enfin ce qui relève de l'esthétique, pour créer un langage, et que justement on est dans cette culture, dans cette pensée néoplatonicienne où ce qui est bon est beau, et du coup on favorise, la beauté est un moyen de véhiculer des valeurs des valeurs religieuses, humanistes, etc. On va commencer à concevoir l'œuvre d'art comme étant une construction logique et un moyen de communication, quoi, de transmission. Pour transmettre, il faut que le langage soit le plus clair possible. Donc on va établir des normes pour que justement l'œuvre, c'est ce que dit Alberti, l'œuvre touche à la fois le sens physique, l'émotion, et en même temps le sens dans l'intellect. Ce à quoi je pense aussi, c'est justement toutes ces avant-gardes où les normes que vont rechercher les artistes modernes, ça va être au contraire des normes qui vont ne plus être celles de l'Occident, de la peinture occidentale, enfin de l'art occidental, mais qui vont être des normes d'autres ethnies, donc l'art africain chez Picasso, l'art japonais pour Van Gogh et Monet. Enfin, voilà, et donc du coup, on va rechercher le vulgaire et le prosaïque pour Manet, etc. Le médical chez Bacon, enfin on va rechercher l'urbain pour Basquiat. On va chercher d'autres normes pour justement sortir des normes qui là ne vont plus être perçues comme étant un moyen de transmettre un message, mais les normes vont devenir au contraire quelque chose qui va emprisonner le discours, qui va limiter l'artiste. Donc du coup on va chercher d'autres normes, ou alors on va se créer ses propres normes pour avoir une plus grande liberté esthétique. L'oscillation, je pense qu'elle est à la fois physiologique et puis culturelle. Donc, et encore une fois, c'est ça qui crée toute la richesse du goût, c'est que il y a tellement de choses qui sont imbriquées dedans. J'ai fait venir sur une radio numérique Wouter van der Veen, qui est le commissaire d'une exposition sur Van Gogh qui a lieu au Château de Verre actuellement et qui a participé au catalogue d'exposition du musée d'Orsay. Donc c'est un grand spécialiste de Van Gogh. Quand je l'interrogeais sur ses œuvres qui de son temps étaient restées inconnues et qui maintenant peuvent valoir des millions, des milliards d'euros, lui il avait une belle formule. Il disait que la beauté ça s'apprivoise et que du coup pour une œuvre, et là je repensais à Kandinsky qui disait que l'artiste il était au sommet d'une pyramide sociale et qu'il avançait et que la société comprendrait plus tard ce qu'avait fait l'artiste, qui était toujours un peu en avance. Et donc voilà, cette notion de temporalité différée entre ce que va expérimenter l'artiste et ce qu'il va proposer, et puis la compréhension que va en avoir la, la population, la société après. Mais ça, après la Tour Eiffel, il y a eu d'autres cas. Il y a eu Beaubourg, il y a eu la pyramide. Moi, je trouve ça génial, les pyramides, parce que
à l'époque de Mitterrand, c'était une hérésie quoi, de mettre une pyramide en verre comme ça au sein du Louvre. On disait mais ça va jurer, ça va pas avec, c'est immonde et tout. Et puis aujourd'hui, c'est presque pour les pyramides qu'on va au Louvre. Donc, c'est le rôle des grands monuments de déranger à un moment donné. Et justement, parce que ça dérange, de faire un pas en plus vers une nouvelle esthétique, vers une nouvelle proposition. Ce qui est perçu comme étant laid et beau, ça change parce que c'est humain. Donc, comme l'être humain change, comme on est en perpétuelle évolution, forcément ces critères-là changent. Quand on voit la Tour Eiffel aujourd'hui, on se rend compte que c'est très fin, quoi. Il y a des motifs un peu floraux, et puis il y a un rapport entre la masse des grosses poutres et puis en même temps le côté très, très fin, très dessiné des escaliers. Enfin, c'est quand même une valeur, enfin, une œuvre très très belle. Mais là encore, on touche aussi sur cette relation entre l'art et la technique, l'art et la technologie aujourd'hui. Finalement, il a toujours été là, parce que même les artistes des beaux-arts, il y a cette notion de technique aussi qui était, parce qu'elle est devenue trop prééminente, faisaient de leurs œuvres des œuvres laides et artificielles.